Salut à tous, c'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Aujourd'hui, je reçois une hôte et ouais, c'est une femme. Je commence à être assez fière parce qu'en fait, on doit être à 15 épisodes et je vous remercie. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et puis surtout, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me parler. N'hésitez pas. Je suis super contente à chaque fois d'avoir vos petits commentaires. Et aujourd'hui, je disais, je suis assez contente parce qu'on a un ratio de femmes qui commence à monter. Donc, écoutez, continuons comme ça. Aujourd'hui, mon invitée, elle s'appelle Aurélie Iflach. Elle est fondatrice de Serenities Patrimoine et elle a, je crois, un très, très beau parcours. Bonjour Aurélie. Bonjour Karine. Je suis super contente de t'avoir parce que, alors déjà, on m'a dit de te recevoir, donc ça veut dire qu'il y a un peu de pression des deux côtés, mais surtout, on t'a recommandé. Et on sait que dans ton métier, la recommandation, c'est juste essentiel. C'est important, oui. Aurélie, t'es maman, t'as 3 enfants, t'as monté ta boîte, t'es mariée. J'ai envie de te dire, girl power, quoi. Girl power, j'assume. T'assumes. C'est un peu ce que me disent mes copines aussi, donc j'assume. Bon, on va partir du début, comme à chaque fois avec chacun de mes invités. T'as un parcours, je dirais, assez atypique pour une meuf, je trouve. Parce que tu as un parcours, moi je trouve qu'il est un peu masculin. Mais on va y revenir. Ouais, et pourtant, quand on te voit, pas du tout, quoi. Tu es hyper jolie, hyper féminine. Donc, du coup, c'est surprenant. Mais c'est intéressant parce que ça va peut-être donner des idées à certaines femmes qui sont en train de réfléchir, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, à leur vie, à leur orientation. Et peut-être comme un exemple aussi, tu vas peut-être inspirer certains ou certaines. Écoute, j'adorerais. J'adore transmettre et si je peux être un exemple, je serais plus que contente. C'est vrai, j'ai eu un parcours... Je suis pas du tout étonnée de ce que tu dis, le côté masculin, même si ça se voit pas comme ça quand on me regarde. C'est vrai que j'ai un côté masculin, petite dédicace à mon mari qui est plus au fourneau et à s'occuper des enfants et moi à bosser tout le temps. Il travaille, pas bien entendu, mais il travaille. Mais c'est vrai que j'ai un côté peut-être plus masculin. Si tu veux peut-être que je te donne mon parcours. En fait, j'allais justement expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi est-ce que je parle de ça. C'est pas que t'es bodybuildé comme un mec. C'est juste qu'en fait, t'es attiré à fond. Par la finance, tu as été en salle de marché, on va revoir justement ton parcours. Et mais par contre, je tiens à revenir sur ce que tu viens de dire parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'en parle jamais à Passion Patrimoine de l'autre qui vit avec vous, en fait. Alors moi, je parle tout le temps. Les gens qui me connaissent me disent, elle ne peut pas faire une phrase sans parler de son mari. La preuve, c'est le premier dont j'ai parlé. C'est important parce que c'est vrai que ce métier qui est quand même passionnant, souvent indépendant, où vous montez votre boîte, c'est un métier qui prend du temps, qui prend aussi beaucoup sur l'énergie. Beaucoup. Et du coup, c'est vrai que si on n'a pas un partenaire ou en tout cas un conjoint qui comprend, qui respecte et qui est bienveillant, c'est pas évident. Donc là, on leur fait un gros bisou et on les remercie tous. Très important. Franchement, exactement. C'est très, très important. Alors, à la fois, tu as ce côté, on va le voir, donc on va balayer ton parcours, donc un peu masculin, atypique, ou en tout cas une appétence pour quelque chose qui n'est pas forcément féminin à la base, ou en tout cas pas là où on attend une nana. Et en même temps, tu es passionné de développement personnel et tu as un mantra qui est toujours axé sur la sérénité. Donc, il y a un peu de girl power là-dedans, j'ai envie de dire. Mais revenons sur ton parcours. Alors déjà, la petite Aurélie, elle avait un papa qui était kiné et une maman qui était... secrétaire de direction. Donc, absolument pas dans la finance. Absolument pas. J'ai pas du tout été élevée. La finance, je savais pas ce que c'était. Vraiment, je ne savais pas ce que c'était. Tes parents avaient des problèmes d'argent ou plutôt un milieu... Alors, on n'avait pas de problème d'argent. On venait d'un milieu modeste ou plus, quoi. Je partais en vacances, j'avais pas de soucis, mais j'ai pas vécu dans l'abondance ou le luxe, pas du tout. Sans rentrer trop dans la vie personnelle, mais disons que j'ai très, très, très jeune su que je serais une femme indépendante. Voilà, je disais, moi, quand je serais grande, je sais pas ce que je ferais, mais je demanderais pas d'argent à mon mari et je serais indépendante. Bon, j'ai plutôt
effectivement réussi dans ce que je m'étais fixé. Il y a un côté un peu féministe là-dedans, non ? Il y a peut-être un côté, oui, il y a peut-être un côté féministe. Je me disais, moi, je serais une femme indépendante. Alors, je suis mariée, j'ai des enfants, comme tu l'as dit. J'adore, évidemment, tout le monde aime sa famille, mais je veux dire, je suis très heureuse d'avoir une famille, etc. Et j'aurais pas imaginé ma vie sans. Mais c'est vrai que pour moi, l'indépendance, c'était important. Et aujourd'hui, j'en suis très, très fière. C'est comme ça que j'élève mes enfants, mais pas que c'est aussi ça que je dis aux personnes qui travaillent avec moi, aux personnes qui m'entourent, spécifiquement, c'est vrai, aux filles. Moi, j'ai trois filles, femmes qui travaillent pour moi aujourd'hui et aussi des hommes. Mais ces trois sont plus jeunes que moi. Et voilà, pour moi, l'indépendance, s'assumer, être libre, en fait, c'est ce qui donne la liberté, tout simplement. Être libre de ses choix. Il y a un double aspect, en fait, dans le fait d'être CGP ou tout autre métier en tant que femme, mais qui est lié à la finance. Moi, que je ressens, à force de vous recevoir, vous, femmes, à mon micro, c'est que il y a la volonté d'être indépendante, d'être, de s'affirmer, de ne plus dépendre de quelqu'un ou de ne plus avoir de compte à rendre aussi. Ouais. Mais encore plus parce qu'on fait de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, très bien. Et c'est pas anodin, en fait. C'est pas anodin. C'est pas comme la nana qui va travailler dans une boulangerie et qui va vendre du pain. Je suis pas en train de juger. Mais bien sûr qu'elle va peut-être faire du chiffre d'affaires à la fin. Mais j'ai le sentiment que l'indépendance, qui passe en plus par de l'investissement, du conseil, une éducation financière, on est à un niveau au-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Je partage complètement et je l'avoue, et je l'assume beaucoup. Moi, je dis beaucoup à mes clients, je t'en parlerai, j'imagine, dans le reste de l'interview, que j'ai aujourd'hui, quand les gens me disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Moi, je suis une spécialiste de l'argent. » Mais je le dis avec beaucoup de... c'est pas du tout, je suis vénale, c'est pas du tout le cas. Mais l'argent, c'est devenu mon ami. Je reviendrai sur mon parcours. J'imagine que tu me poseras la question, mais je tease. Mais je spoil, je ne sais pas. Mais j'ai travaillé près de 15 ans en salle de marché. Et à cette époque, je pouvais pas du tout dire ça. Ah oui, moi, alors ma spécialité, c'est l'argent. Je suis une femme d'argent. Pour moi, c'était horrible. L'argent, c'était sale. J'étais presque complexée d'en gagner. Il y avait un côté où j'étais pas du tout amie avec ça. Aujourd'hui, et c'est ça qui fait que je suis si heureuse de faire mon métier. C'est mon ami, l'argent, mais dans un côté très positif. C'est-à-dire que parce que tu as vu les deux revers. Exactement, en fait. Dans un côté super positif. L'argent, ça va, ça vient, ça influe. Je pourrais t'en parler sur le côté développement personnel. Et ça me plaît. Et d'aider les autres. Moi, je suis douée à ça. C'est faire des calculs, compter. C'est ma passion. J'adore ça. J'ai toujours fait. Alors, on va revenir justement sur cette passion qui, en fait, t'es venue très, très jeune, puisque t'as fait Dauphine, t'as eu un DUG éco-gestion, puis après, t'as fait un master. J'ai fait un magistère banque, finance, assurance. OK. C'est à la sortie du DUG. C'est un magistère assez prestigieux à Dauphine. Enfin, ça l'était à mon époque. Ouais. On y rentrait sur dossier, entretien, etc. Il y avait un double diplôme à la fin. J'ai un master d'économie appliquée. Et bon, le plus gros diplôme, c'était mon magistère BFA. Et c'était des études très généralistes. Banque, finance, assurance. Tu apprends plein de généralités, mais ça ne t'apprend pas à faire un métier en particulier à la fin. OK. Et je suis arrivée en magistère banque, finance, assurance totalement par hasard. Moi, quand j'étais petite... je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais tu as commencé en parlant de girl power. Moi, je disais, je veux être une working girl. C'était ça que je disais quand j'étais petite. T'avais trop vu j'avais vu le film Working Girl. Bon, la fille, elle est plutôt secrétaire de direction, mais je disais, quand je serai grande, je vais mettre des tailleurs. Tu vois, comme je suis habillée là aujourd'hui, c'était mon rêve. Vous ne voyez pas Aurélie, mais elle a un tailleur noir avec des très, très beaux boutons dorés. et voilà, je disais, je savais pas exactement, mais je disais, j'ai envie d'être en relation avec les gens, peut-être faire du commerce, interagir, avoir des responsabilités. Je me
voyais avoir des responsabilités. Je me voyais faire un métier, à faire des études. Tu as des frères et sœurs, Aurélie ? J'ai une grande sœur. Vous jouiez quand vous étiez petite à... Qui dominait qui ? Alors, allez, on s'entend très bien aujourd'hui, ma sœur et moi. Quand on était à la maison, on s'entendait un peu moins bien. Donc, j'ai pas vraiment de souvenirs qu'on jouait ensemble. Vanessa, tu vas m'écouter, mais tu me contrediras pas. Qui dominait qui ? Quand j'étais petite, je peux pas vraiment te dire. Je sais qu'aujourd'hui, j'aime pas le terme dominer. Non, mais quand on est ado, il y a forcément un rapport de force. C'est vrai qu'en tout cas, à l'époque, c'est compliqué. On s'entendait pas très bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu moi la grande sœur. Qui conseille, j'imagine, beaucoup, qui oriente. Beaucoup, mais pas forcément pour l'argent. Hein. C'est peut-être moi la grande sœur. Voilà, c'est un peu le cas aujourd'hui. Premier stage en salle de marché. C'est toi qui as choisi ou c'est tombé par hasard ? Pas du tout. En fait, quand je suis rentrée en magistère, donc il y avait beaucoup de très bons éléments parce que voilà, c'était une filière très sélective. Et il y avait plein de gens qui disaient moi quand je serai, enfin pas quand je serai grand parce qu'on était déjà grand, mais je vais être trader, moi je vais bosser en salle de marché, je vais gagner des millions. J'en entendais plein et même à Dauphine et ailleurs. Alors moi pas du tout. Alors, je disais, moi, je suis hyper stressée. Alors, pas du tout, moi, j'irai pas en salle de marché. J'ai trouvé assez facilement mon premier stage pour être dans une Société Générale en analyse crédit pour, tu sais, les gens qui accordent des emprunts immobiliers. Et puis, j'avais balancé plein de CV à plein de gens, parce que j'étais, par contre, très... quand je veux quelque chose, je mets tout en action pour l'obtenir. Ça, j'ai gardé ce tempérament. Et puis, un mois ou 6 semaines avant que mon stage commence, je reçois une réponse d'une salle de marché. C'est un broker, une société de bourse. C'était Aurel Leven, à l'époque, qui est devenu Aurel BCG, qui m'a rappelé en disant « Votre CV nous intéresse, venez nous voir ». Moi, je dis, non, mais c'est bon, j'ai trouvé mon stage, mais je me permets de garder vos coordonnées parce que l'année prochaine, j'en ai un autre à faire. Et c'était 2 mecs, je me rappelle, qui me disent, non, mais attends, viens nous voir, faut qu'on se rencontre. Alors moi, ayant mon idée derrière la tête pour mon prochain stage, je vais les rencontrer. Les mecs me retournent un peu le cerveau en disant, mais attends, tu vas pas aller à la SOG faire de l'analyse de est-ce que les mecs vont avoir leur emprunt. Tu te rends compte qu'on te propose un stage en salle de marché. Nous, on te propose là, on t'est prise, on te prend. Donc, réfléchis bien. Donc, j'ai bien réfléchi. C'était assez vite vu parce que les gens rêvaient de rentrer en salle de marché. Sûr. C'était très dur de rentrer en salle de marché. Quelle année, là 80... Alors, attends. 97, 99, 2000, je pense. Ok. L'été 2000. Tu fais ton stage en salle de marché, c'est ce qui va t'ouvrir ensuite et alors, la donc, porte. Je pars pour 2 mois. Tu vois, c'était 2 mois de stage et ça s'est tellement bien passé. À l'époque, l'alternance n'existait pas. Ou peut-être qu'elles existaient, mais pas à Dauphine, pas dans mon magistère. C'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et ils me disent, écoute, on veut te garder. Ils nous ont fait un courrier au directeur du magistère. On veut la garder à l'époque, ça s'appelait même pas alternance, mais à mi-temps. Et moi, évidemment, par contre, je me retrouvais vraiment, j'étais très heureuse en salle. Et c'est là où on va rentrer sur le côté masculin, je vais t'en parler. Et je suis restée 6 mois, alors que c'était parti pour 2 mois. Okay. J'allais pas trop en cours parce que j'étais en salle de marché. Et puis, voilà. Et puis, j'ai continué tout le temps en salle de marché. Et après, tu as été recrutée par Citigroup pour ne pas les nommer, et puis tu es devenue sales. Je suis devenue sales. Et tu as fait ça pendant 15 ans. Ouais, presque 15 ans, oui. Qu'est-ce que ça t'a appris, ça ? Alors, ça m'a appris à bien travailler. On parle souvent moi je prône les gens qui deviennent entrepreneurs puisque c'est la suite de mon parcours, mais j'avoue que bosser dans une grande banque, tu rencontres des gens qui sont hyper compétents intellectuellement, le niveau est très élevé. Citigroup, c'est une banque américaine, c'est une des plus grosses banques mondiales. Alors en France, elle n'est pas connue parce que c'est pas une banque commerciale, c'est une banque d'investissement, mais aux États-Unis, Citi, c'est comme BNP en France, quoi, et dans le monde. Ça m'a appris à être adaptable. J'allais beaucoup à Londres aussi. Ça m'a appris à beaucoup travailler, à répondre à des échéances, à m'adapter. Moi, je suis arrivée, j'avais 22 ans, à mon 22 ans et demi, parce que j'avais 1 an d'avance, et je parlais à des gérants de portefeuille, des gens... ça m'a appris à prendre sur moi, ça m'a appris beaucoup. Alors, tu vendais quoi ?
Alors, moi, j'étais sales sur ce qu'on appelle le foreign exchange, c'est-à-dire le marché des devises. Okay. Du coup, il fallait parler beaucoup de politique monétaire, de macroéconomie. Alors, étonnamment, j'avais fait, moi, une master d'économie appliquée et un magistère, donc généraliste. Mais alors, la macro, pour autant, c'était pas forcément ma tasse de thé, c'était pas mon truc. Et pour autant, voilà, j'ai appris, j'ai analysé et puis ça apprend aussi à te dépasser. Et c'est là que j'en viens à l'univers très masculin. D'ailleurs, j'ai envie de te poser une question. Vous étiez combien dans l'équipe ? Dans toute l'équipe ou dans toute la salle ? Dans mon équipe ou dans la salle de marché ? Dans ton équipe. Oui, tu peux dire aussi les deux. Alors, la salle de marché, on était, ça dépend, 40, 50 peut-être. Ou combien peut-être de femmes ? Un peu moins. À un moment, j'étais la seule. Voilà. Les autres femmes, c'était les secrétaires, en fait. Mm-hmm. Alors, j'ai pas toujours été la seule et je sais que ça a beaucoup changé parce que j'ai retrouvé une amie qui est là-bas et ça s'est féminisé. Et aujourd'hui, la CEO de Citi est une femme, hein, donc fierté. Ouais. C'est pas moi, mais fierté. Mais à l'époque, il y a eu des moments et j'étais la seule femme. Les autres, c'était les assistantes. Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que toi, tu t'es dit, je comprends quand même parce que c'est ci, c'est ça, il faut savoir encaisser ou est-ce que parce que c'est très machiste ou est-ce que... Un peu de tout. Un peu de tout. Alors, voilà, un peu de tout. C'est un milieu... Je veux pas faire de généralité. Je peux pas me permettre. Moi, j'ai travaillé près de 15 ans chez Citi et pas chez les autres. J'ai fait des stages avant. J'ai fait... j'ai toujours fait en salle de marché. J'ai été un petit passage rapide chez Goldman Sachs avant de rentrer chez Citi. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que c'était quand même... Pour certaines personnes, voilà, je veux pas faire d'amalgame, de généralité, mais beaucoup de misogynie... c'était dur, fallait quand même être bien accroché, franchement. Comment tu as traversé cette période alors du coup ? Alors au début, c'est vrai ce que tu disais, il y a une certaine fierté. T'es une femme, j'avais 22, 23, 25 ans. T'es une femme, tu bosses en salle de marché, tu gagnes mais plus que les gens normaux qui ont cet âge-là, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Et encore, j'étais pas trader à Londres, j'étais pas dans les plus hauts salaires. Il faut l'assumer, ça, quand même. Hein. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Moi, je venais, donc, comme je te dis, c'est-à-dire, je disais souvent à mes copines, tu vois, je m'habille, et encore aujourd'hui, je sais pas si j'aurais cité des marques, mais chez Zara, et je rentrais pas. Alors, ne parlons même pas de la haute couture, mais dans des marques, enfin, je ne veux pas trop les citer, mais des marques où le pull, c'est 200 €. Mais même aujourd'hui, je dis, ah non, j'ai pas les moyens. Mais c'est parce qu'en fait, c'est resté, c'est ancré de la petite Aurélie, étudiante, j'ai fait des boulots depuis que j'ai 14 ans, je sortais des chiens, je donnais des cours, je faisais des babysitting, et j'ai gardé ça, en fait. Ça m'est pas tombé dans la main, et j'ai toujours beaucoup garder cette notion. Ça, c'est très propre à moi. Alors, et qu'est-ce qui fait que t'as pas décroché, quoi ? Qu'est-ce qui fait que t'as toujours gardé les pieds sur terre ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont un peu dit « atterris » ? Ah ma meilleure copine, elle me disait « Mais si j'étais toi, j'irais m'acheter un sac Chanel toutes les semaines. » Mais moi, non. Alors moi, par contre, j'adore l'immobilier. Donc moi, je disais, moi, j'aime que la pierre. Alors j'ai acheté des apparts. J'ai beaucoup investi. Voilà, chacun son truc. Mais peut-être, je sais pas. Bon, sûrement mon éducation, ma famille. Voilà, ma sœur, elle est instite. Si tu veux, je sais pas, j'ai vachement gardé la notion. Et encore aujourd'hui, alors. C'est certain que j'ai dû m'embourgeoiser. C'est une évidence que je me suis embourgeoisée parce que j'ai bien gagné ma vie et que, à mon grand étonnement, j'ai continué de très bien la gagner en devenant CGP. Pas tout de suite, mais ça a très bien marché. Mais bien mieux que ce que j'anticipais. Alors là, tu me fais rebondir sur un sujet qu'on n'a pas souvent traité dans Passion Patrimoine, mais auquel moi, en tant que journaliste, j'ai souvent été confrontée. C'est le sujet aussi de la jalousie. Alors, on parle là beaucoup des hommes envers les femmes, mais moi je parle de la jalousie du même sexe. Hein. Et c'est pas parce que t'es une nana qu'on va aborder le sujet, parce que je vois déjà les hommes là qui nous écoutent se dire oh là là, c'est pas qu'une émission pour les femmes. Non, parce que je suis sûre qu'entre mecs, il y a énormément de jalousie dès lors qu'on commence à monter sa boîte, gagner sa vie et tout ça. Et entre nanas, c'est aussi très compliqué parce que on aurait tendance à se dire on est peu, on va se serrer les coudes, on est peu, j'espère trouver une copine un peu bienveillante. Et en fait, c'est encore plus difficile, je trouve. Alors, d'abord, il n'y en a pas beaucoup.
C'est-à-dire que quand j'étais en salle de marché, moi, j'avais une de mes super bonnes copines qui était en salle comme moi. J'avais 2-3 copines qui étaient à Londres chez City, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, c'est pas forcément facile de te confier ou quoi, parce que tu n'en as pas beaucoup des filles à qui te confier, qui font le même genre de métier, qui gagnent ce que tu gagnes, etc. À l'âge, je veux dire, que j'avais. Donc, il n'y avait pas beaucoup de personnes avec des problématiques communes qui pouvaient t'aider, en fait. Exactement. Non. Alors, moi, j'ai des copines de lycée, etc., qui, elles savaient... Moi, j'étais un peu la bosseuse de la bande aussi. Tu vois, j'étais hyper sérieuse. Enfin, j'étais quand même la bonne élève, la bosseuse, et qui a fait les études et qui mettait sa priorité. Mais comme je te dis, j'avais en target, moi, ce qui va me donner ma liberté, mon indépendance, c'est les études et c'est mon travail. Donc, je m'amusais quand même, mais voilà, j'avais ça dans ma priorité. Ouais, mais c'est bizarre quand même, parce que généralement, on se dit ça quand on est jeune, quand on veut fuir son domicile. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Oui, c'est pour ça. Il y a clairement eu de ça, même si aujourd'hui, je m'en sens très bien avec mes parents. C'était pas très facile. Donc, c'était pour partir, en fait. Donc, quand tu dis indépendante, il n'y a pas que indépendante vis-à-vis d'un homme, c'est indépendante tout court dans les premiers moments de ta vie. Oui, c'était compliqué chez moi. Voilà, c'était un peu compliqué à la maison. Voilà, j'ai fait beaucoup de travail, comme quoi l'analyse, ça paye. Mais en tout cas, ça t'a donné ce fort tempérament, cette niaque que quand je veux quelque chose, je peux pas dire de manière arrogante, je l'obtiens, parce que c'est pas ça. Mais en tout cas, les moyens. Voilà, je me donne les moyens d'y arriver. Et quand on se donne les moyens d'y arriver, si on y arrive, souvent on y arrive, mais si on n'y arrive pas, si on a fait du mieux qu'on pouvait, c'est comme ça. C'est peut-être que le chemin, c'était un autre chemin à emprunter, que la vie, elle est longue, elle est bien faite. Mais quand tu te donnes les moyens d'y arriver, t'as rien à regretter. Et longue expérience donc en tant que sales, 15 ans. Et puis, tu m'as avoué que ça t'a rincé. Ah ouais. T'allais au boulot, la boule au ventre. C'était horrible. Et puis surtout, il y avait pas la passion, quoi. Non. Je pense que le plus... mes collègues n'ont pas toujours été tendres. Tu vois, je suis très, très bavarde et je ne te raconte pas... c'est vrai que là, je me contiens, mais si tu me lances, ça peut durer 5 heures. Mais c'était à la limite que les gens, les mecs, ne m'adressaient pas la parole à la fin. Un matin, j'ai pris ma voiture et j'ai rêvé d'avoir un accident pour ne pas aller au boulot. Ouais, c'est fort, ça. Et j'ai vraiment rêvé. Enfin, je me disais, si j'ai un accident, pas youpi, mais j'irai pas. Et là, je dis à tous les gens qui nous écoutent, si un jour vous pensez ça, arrêtez tout de suite. C'est pas fait pour ça la vie, quoi. Donc c'est pas ce jour-là que j'ai claqué ma dème et que je suis partie. Mais c'est un long chemin. C'était le début peut-être d'un déclencheur où tu t'es dit. C'était le début d'un déclencheur. Je vais y laisser ma peau, quoi. Ouais. Ce qui était très dur, tu parlais ce qui était très dur finalement, c'est que, et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de développement aussi, c'est que je me disais, mais c'est bon, je gagne ma vie, ça me permet d'avoir ma famille, ça me permet de partir en vacances, ça me permet ci, ça me permet ça. Alors je m'accroche. Ah, il y a d'autres gens, d'être caissière, c'est pas facile. Enfin, c'est très stéréotypé, je m'en excuse. Ou d'être... Enfin, il y a des métiers qui sont pas faciles. Donc je disais, oh là là... T'es gonflée de te plaindre. À moi-même, je me disais, je suis gonflée de me plaindre, je gagne bien ma vie, j'ai la sécurité de l'emploi. Tous les trucs qu'on se dit avant de se convertir professionnellement. Mais ça a été un long chemin. Et puis, finalement, j'ai négocié mon départ et ça a été très douloureux. Ça a été le choix le pire de ma vie parce qu'à l'époque, j'étais enceinte en fait. Donc, j'aurais pu aussi rester un peu planquée, dire je prends pas, je reste. De toute façon, je suis planquée, je peux rester là. On me virera pas. 3 enfants en salle de marché, une des seules femmes. Si tu veux, c'est dur d'aller au prud'homme derrière. Mais c'était sans compter sur tes ressources. C'était sans compter sur mes ressources. Après, tu as été recrutée
Alors, j'imagine que tu as eu ton bébé entre-temps. J'ai eu mon bébé entre-temps. En tant qu'agent d'assureur. Voilà, Assurance. j'ai eu mon bébé. Une fille chez qui j'avais ouvert ma première assurance vie, à l'époque ma seule assurance vie, m'appelle comme tous les ans, pensant que j'avais eu mon bonus pour le placer. Et je lui dis non, j'ai arrêté. Là, je sais pas ce que je vais faire. Là, il n'y a pas de bonus. Je sais pas ce que je vais faire. Elle me dit venez travailler chez nous, venez nous rencontrer, votre profil nous intéresse, etc. Et ils m'ont proposé de devenir agent d'assurance. Je ne comprenais pas du tout ce que ça signifiait. Ils m'ont plutôt parlé du métier de conseil en gestion de patrimoine. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Je peux être indépendante. Je peux parler de choses qui m'intéressent. Et à l'époque, ça ne me passionnait pas. C'est finalement après que ça s'est mis à me passionner. Mais voilà, l'argent, le placement, la fiscalité, donner du conseil aux autres. Moi, j'adore conseiller. J'ai dit, c'est génial. Et il y avait une perspective de gagner sa vie. Donc, je me suis dit, mais banco, c'est canon. T'as fait ça combien de temps ? Alors, non, j'ai pas fait ça parce qu'ils m'ont dit, pour donc venir faire l'agent d'assurance, il faut que vous fassiez une formation. Il y avait à peu près au moins 200 heures pour apprendre les bases de la gestion de patrimoine. Donc, j'ai dit, bien sûr, je le fais. Mais là, il y a eu un dîner déterminant. Voilà, j'ai fait mes 200 heures. J'étais prête à signer le rachat d'un petit portefeuille qui m'avait énormément rassurée dans ma tête parce que je disais, il y a au moins un peu qui va tomber, je vais racheter, mais en 2-3 ans, ça va s'amortir. Je suis invitée à dîner chez des amis qui avaient réuni comme ça des couples, mais qu'on ne connaissait pas. Et je me retrouve assise à côté, alors je peux peut-être le citer, c'est un petit dédicace de David Mellul, qui est l'un des gérants phares et stars. Il est extrêmement doué de Varenne Capital, qui me dit, je lui raconte, il me dit, mais pourquoi tu vas être agent d'assurance, vu ton profil et tout, mais installe-toi, monte ta boîte de conseil en gestion de patrimoine. Je t'assure que je n'avais pas pensé, mais alors pas du tout. Je me dis, ah bon, mais je commence par quoi ? Par où ? Mais j'y connais rien, mais comment je vais faire ? Il me dit, écoute, appelle alors David Biersba, dédicace aussi, qui est devenu directeur commercial, responsable des partenariats chez Varenne. Il connaît tous les CGP, il va te donner 2-3 numéros et tout. Donc, il me donne 2-3 numéros que j'appelle, évidemment. Donc, je sonne, donc je tape à plein de portes. Donc, soit les numéros, je leur explique mon parcours, tout ça. Et les gens, en majorité, ont été très bienveillants. Installe-toi. J'ai rencontré quelqu'un qui m'avait aussi pris un peu sous son aile. Là aussi, je fais toutes les petites dédicaces. Il s'appelle Guillaume Robillard chez Alpagos Patrimoine. Et finalement, pour des raisons diverses et variées, on n'a pas continué ensemble. Et là, du coup, j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai pas eu le choix et j'ai dit, ok, allez, je monte ma boîte, quoi. C'est toujours alors, il y a toujours un point déterminant. Alors, toi, en l'occurrence, c'est un dîner et des rencontres et une phrase, lance ta boîte. Et puis d'autres, c'est une image qui voient une pub, un visuel qui vont les marquer. Enfin, à chaque fois, je constate qu'à mon micro, c'est pas quelque chose... en tout cas, qui vient de loin de devenir CGP. Il y a une idée un peu floue de travailler un peu dans la finance, de travailler sur cette notion d'aider les gens, d'être un peu commercial, d'être dans le conseil, mais c'est pas quelque chose vraiment qui vient de l'enfance comme de devenir danseuse ou aviateur, quoi. Et donc, en fait, toi, ça a été cette accumulation de rencontres pertinentes qui t'ont marqué, qui t'ont poussé en fait à devenir qui tu es, avec... fin 2016-2017, tu as tous tes agréments. Ouais, j'ai tous mes agréments en juin 2017. Et tu montes ta boîte. Et je monte ma boîte. Si tu veux, tout début... Ouais, c'est ça. Ouais, juin 2017, je monte ma boîte. Je pars de zéro. Pas de clients, pas d'encours. Ouais, tu voulais pas prospecter, hein ? Ah non, je voulais prospecter, je voulais pas... racheter un portefeuille. Tu sais, ça se fait de racheter des portefeuilles. Alors maintenant, quand je regarde dans le rétro, c'est pas aussi facile quand tu es junior d'acheter un portefeuille, parce que personne va vendre a priori à un mec qui débarque ou une fille qui débarque un portefeuille. Ça a beaucoup de valeur. Je parle pas tellement en valeur pécuniaire. Je parle que tu confies tes clients. En tout cas, moi, demain, si je devais vendre ma société, j'irais pas forcément au plus offrant. J'irais à celui qui va avoir la même ligne, la même déontologie que moi, la même empathie.
tu vois, c'est pas forcément celui qui va te faire le plus gros chèque. Bon, de toute façon, aujourd'hui, je cherche pas à la vendre, mais donc. Puis il y avait aussi une volonté de ta part de savoir ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai dit, je vais commencer à zéro. Parce que si ça se trouve, ça me convient pas, ça se trouve, je vais pas être douée, ça se trouve, ça va pas me plaire, ça se trouve, ça va pas prendre, les clients, ils vont pas me suivre. Je vais voir ce que je vaux. J'avais une chance immense, c'est que j'avais pas la pression financière. J'ai un mari déterminant, quoi. Qui me soutenait, aussi bien financièrement que moralement. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est très important. On en reparlera peut-être parce que c'est vrai que... Mais je pense que c'est pas que les CGP, c'est tout chef d'entreprise. On est... c'est beaucoup de travail. Hein. Tu as multicasquette, tu as beaucoup de pression. Heureusement, quand tu as la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui te soutient, ou dans tes amis ou autre. Te soutenir ou plutôt qui te permet d'avoir une tranquillité psychologique et énergétique suffisante. Exactement. Donc moi, j'ai eu une chance immense. C'est que j'avais un peu de temps devant moi. J'avais le chômage. J'ai pris le chômage. Donc j'avais 2 ans, 1 an et demi à ce moment-là. Et j'ai dit, OK, je vais y aller, je vais essayer de bien faire mon boulot, je vais apprendre, etc. Et par contre, oui, j'ai prospecté, mais alors, j'allais acheter ma baguette de pain, je parlais pendant une demi-heure à la boulangère, je déposais ma veste au pressing, c'est pareil, j'allais acheter mes médicaments, je parlais au pharmacien. Là, oui, alors là, ma force commerciale s'est décuplée. Moi, j'étais sales, en salle de marché. Sales, ça veut dire vendeur. C'est toi qui parles aux clients, donc... J'ai toujours eu cette appétence à parler. Est-ce que je peux dire, sans te vexer, parce que moi, j'aime bien le dire sur moi, que tu es audacieuse? Oui, ça ne me vexe pas du tout. Non, mais il y a des gens qui n'aiment pas, parce que audace... Ah non, pas du tout. Moi, je me le suis pris dans la figure. Je ne dirais pas sur quelle chaîne, mais il n'y a pas longtemps que j'étais audacieuse. Et j'ai senti un côté derrière, t'oses ça, tu te la pètes, tu vois. Alors que pour moi, l'audace, c'est justement ce qui fait la couleur de ma journée, en fait. Absolument. Alors là, je suis... absolument d'accord avec toi. Pour moi, être audacieux, c'est un compliment. C'est une qualité. C'est une qualité. Il faut de l'audace dans la vie. Moi, vraiment, je le dis, comme je te dis, à mes enfants, à mes amis, à qui veut bien l'entendre, finalement. Dans la vie, il faut se donner les moyens. La vie, c'est toi qui l'écris. Tu prends une page blanche, on te met un stylo dans la main, c'est à toi d'écrire le roman de ta vie. Mais t'as pas l'impression que pour une nana, c'est plus difficile? Moi, j'ai l'impression qu'un mec qui est audacieux, on se dit, il est doué le mec, ou il a du charisme. Une nana, tout de suite, elle se la pète. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, pas pour tout le monde. J'essaye, moi, de m'entourer de gens bienveillants. Tout le monde essaye probablement de s'entourer de gens bienveillants. Et après, tu peux faire le tri. C'est ce que parfois aussi j'essaye de faire. Je ne mets pas du tout mes amis dans des cases oui, non, hein, évidemment. Mais écoute, si le succès, la réussite ou l'audace pose problème à certains, c'est à eux de prendre leur miroir et de se demander dans le miroir pourquoi la réussite d'un tel, de Karine ou d'Aurélie, me gêne. Peut-être que je ne me suis pas donné les moyens d'essayer de réussir comme ça. Il n'y a pas que les moyens. Moi, je pense qu'il y a aussi une vraie question de caractère, de tempérament. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible, oui, c'est très possible. Il y a des gens qui n'osent pas par timidité, par pudeur, ou parce qu'ils ont peur de se prendre un vent, quoi, tu vois. Mais l'audace, pour moi, je la qualifie comme un atout qui fait que si je rentre dans 10 portes, je me dis, et ça marche toujours, j'en ai toujours une qui s'ouvre. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Et vraiment, pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas de honte à être audacieux. Il n'y a pas de honte à être ambitieux, quoi. Aucune. Voilà. Aucune. Et encore moins quand on est une femme, parce que c'est pas un problème de revanche. C'est un problème de... alors là, sans être féministe, c'est un problème d'égalité à ce moment-là. Pourquoi les hommes auraient le droit de le faire et pas les femmes? Parce que je pense que culturellement, dans tous les pays, encore plus dans certains, la femme, elle doit un peu rester à sa place. La femme, si elle veut être, bien élevée, raffinée, elle doit être discrète. Donc, c'est pas évident non plus pour une femme aujourd'hui d'être audacieuse, parce qu'il y a presque un côté un peu culotté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien. Alors, je vois très bien. Je pense que tu as raison sur... On a chacun un tempérament. C'est vrai, moi, j'ai un tempérament très fougueux, passionné. Je suis pas timide.
j'ai pas peur, mais je rebondis sur ce mot peur parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il peut y avoir des gens timides qui n'osent pas. Ça, c'est vrai, c'est un tempérament. Et tu as dit et qui ont peur. Mais c'est là où je rebondis. Et je fais le lien, j'ai du mal à ne pas le faire avec tout ce qui est développement personnel. On dit beaucoup, et je n'ai pris aucune substance avant de venir, mais que dans la vie, il y a deux choses qui drivent la vie, il y a deux choix, il y a deux chemins. C'est soit l'amour, soit la peur. L'amour avec un grand A, et il faut pas avoir peur. En fait, c'est vraiment soit l'amour, soit la peur. La peur de quoi ? La peur de tomber, la peur d'échouer, la peur qu'on te dise non. Il faut avoir confiance, en fait. Tu disais tout à l'heure que la phrase qui avait fait que j'ai monté ma boîte, c'est « lance ta boîte ». C'est pas vraiment celle-là. La phrase qui a fait que ce beau jour, j'ai dit « moi, je vais prendre ce qu'il y a à prendre et fermer la porte de la salle de marché et pas rester planqué X mois, années, à prendre un salaire, à rien faire. Et je vais me relever et faire quelque chose. » C'était une phrase que j'écoutais dans une méditation qui disait je fais des choix courageux, je ne me laisse pas guider par la peur et j'ai confiance dans la vie. C'est cette phrase, c'est ça mon mantra. La peur, ça sert à rien. C'est la peur, ça ne sert à rien. Il faut faire si on n'essaye pas, on peut pas réussir. Qu'est-ce qui peut se passer ? Que tu rates, que tu échoues. Voilà, c'est que ton chemin, il n'était pas là et que il y a un autre chemin qui t'emmène là où tu dois arriver. Alors là, on arrive à une dimension un petit peu, pas spirituelle, mais en tout cas psychologique, mais qui atteint chaque personne, qui touche chaque personne dès lors qu'on entreprend quelque chose et puis se lancer dans une... Tu le disais toi-même, tu gagnais super bien ta vie, et puis tu te lances dans une activité où tu repars de zéro. Ouais. J'ai bien compris que même si tu avais une assise financière et puis une certaine aisance de par ton couple, c'est quand même, d'un point de vue orgueil, faut se dire... très dur. Très là, dur. je suis toute seule dans mon bureau. Tu te rappelles de cette première journée ? J'aime bien poser cette question parce que vous êtes tous à me dire, ouais, et je vous dis, et ton premier... ton premier contrat, tu t'en rappelles ou pas ? Ah oui, je me rappelle très, très Alors, bien. c'était qui ? Alors, mon premier contrat, le tout premier, alors j'en ai eu... Alors, on va dire le tout premier, mais c'est pas le tout premier que j'ai signé au nom de mon cabinet, parce que donc à l'époque, j'avais ce copain, qui était devenu un copain, qui m'avait pris dans son cabinet, le temps de me faire la main, etc. Donc j'avais signé sous le nom de son cabinet. C'était le papa d'une de mes meilleures amies, et c'est quelqu'un qui porte... qu'on a toujours dit qu'il portait chance. Je me rappelle hyper bien, je lui ai vendu des FCPI pour réduire son impôt sur la fortune. À l'époque, ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus puisqu'il n'y a plus l'ISF. Et les FCPI ne font plus ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, je lui ai pitché le truc, je lui ai expliqué et tout. Et je me rappelle de l'avoir fait signer. Et alors là, je m'en rappelle vraiment bien. Tu devais être émue à ce moment-là, non ? J'étais émue que ce soit lui aussi, parce que c'est quelqu'un qui porte chance, je pense. C'est une personne âgée. Et moi, je suis sûre que le premier contrat qu'on signe, que votre premier client a tout cela, vous en souvenez encore aujourd'hui. Ah ouais. Et vraiment, le premier qui m'a fait confiance. Et puis, je me souviens des autres, mais je me souviens de moi dans la chambre de mon fils, puisque j'avais même pas de bureau. Et j'ai une cousine aussi qui m'a appelée, je crois, pour un plan épargne retraite et qui me demandait mon avis. Et là, j'ai balisé, mais grave, si elle m'entend, je me suis dit, oh là là, je si savais... je donne un mauvais conseil, quoi. Qu'est-ce qui se passe si je dis une connerie, si je donne un mauvais conseil ? Je savais ce qu'il fallait lui dire, mais j'ai balisé grave, quoi. Ouais. Puis je pense qu'on a plus peur de donner un mauvais conseil à quelqu'un qu'on connaît bien. Ah, ça, c'est le pire. Parce que du coup, il y a ça, cette espèce de jugement. C'est vraiment dur. Et c'est ça qui est dur quand on s'installe. Parce que, tu vois, j'ai pas racheté de portefeuille. Donc, je parlais en anecdote de la boulangère, du pharmacien. Mais certains, ça a été eux, des clients. Mais finalement, les premiers, c'est souvent les copains, les cousins, l'entourage. Ah oui, tu te fais la main, quoi. Tu te fais la main. Sauf que tu portes une responsabilité. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Les gens te font confiance. Ils ont beau te connaître. Je ne sortais pas de nulle part. Je n'étais pas avant pharmacienne, voilà, par exemple, pour prendre un exemple, qui n'avait rien à voir. Non, mais il y a forcément un risque. Mais il y a un risque. C'est là où il faut être bon commercial et bon technicien. C'est-à-dire qu'il faut donner confiance à ton client
Et il faut savoir de quoi tu parles, quoi. C'est important. Alors, tu as débuté avec la volonté, je t'ai posé la question quand on a préparé cet entretien, de savoir si tu as eu tout de suite envie de te spécialiser. Il y a des femmes qui sont venues et d'autres que j'attends, qui, elles, justement, ont fait de leur target une identité. Toi, tu m'as dit, j'avais envie au départ d'être généraliste et de tout faire. Absolument. Donc, tu as tout fait. Tu as fait du family office, tu as fait de l'assurance vie, tu as fait CPI, tu as tout fait. Alors, mais pas du family office. Je disais plutôt que ça ressemblait finalement à un petit family office parce que je faisais tout. C'était ça que je voulais dire. Mais effectivement, j'ai été du contrat d'assurance vie à la renégo de l'assurance emprunteur, à la mutuelle, à la prévoyance, au contrat retraite, à l'immobilier. J'ai tout fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es adapté aux questions et aux besoins de tes clients. Exactement. Et depuis, alors, comment ça a évolué un petit peu ta stratégie ? Est-ce que tu as changé un petit peu ? Tu t'es spécialisée ou pas ? Non. Alors, spécialisée, non. Je disais tout à l'heure au rédacteur en chef de cette émission que ma spécialité, c'est d'être généraliste. Et je dis c'est pas une phrase marketing, c'est pas de la pub, c'est vraiment ce que je pense. Dans la mesure où, oui, quand j'ai commencé, j'avais pas de stratégie, si ce n'est que je voulais que ça marche et que je voulais aussi gagner ma vie. Et quand on est CGP, on gagne sa vie sur la partie épargne, sur des rétrocessions de commission. Ouais. Donc, quelqu'un qui a, 100 000 euros sur une assurance vie, on te rétrocède une partie de ses frais de gestion. Mais c'est très peu. Donc, autant dire que si tu n'as pas déjà beaucoup de dizaines de millions sous encours, ou au moins plusieurs dizaines de millions sous encours, tu vas pas gagner ta vie. Ou du moins pas à hauteur de ce que moi, je voulais au moins essayer de la gagner, pensant que je ne gagnerais plus jamais ce que je gagnais en salle de marché à l'époque. Je me disais, de toute façon, c'est impossible, c'est pas possible. Donc, je me suis adaptée. Finalement, j'ai compris qu'avec mes agréments, je pouvais tout faire. J'avais tous les agréments possibles. J'avais la carte ET, je pouvais vendre un appart, je pouvais faire de la mutuelle, je pouvais tout faire. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que quand tu fais tout moyennement ? Alors, je réponds que c'est vrai et faux. Moi, au début, j'avais peu de clients puisque je les comptais. Donc, tu creusais tes dossiers. Donc, je creusais énormément mes dossiers. Oui, mais plus tu absorbes, moins tu as le temps de te former, de te cultiver. Donc, sur une spécialisation. C'est exactement ça. Alors, moi, je me suis beaucoup formée. J'adore apprendre. Et puis, je me suis entourée. Je ne pouvais plus, en fait, finalement. J'ai commencé à prendre une stagiaire. Puis après, je me disais, quand elle est partie, mais je ne peux plus. Il faut que je prenne un alternant. Et puis 2, et puis 3, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue à faire beaucoup, mais peut-être pas autant. Il y a certaines lignes de métier. Je parle par exemple, pour donner un exemple, les contrats collectifs pour les entreprises. Ça, j'ai tout appris. Je me suis formée parce que quelqu'un qui me disait « Ah bah tiens, j'ai une entreprise, il faut faire la mutuelle ». Moi, je prenais tout. Je disais oui à tout. Mais oui à tout, pas parce que je crevais de faim et que non, parce que tu étais curieuse. Parce que j'étais curieuse. Je suis très curieuse. Je dis encore aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, c'est plus moi qui fais les souscriptions de contrats. C'est pas moi qui demande la carte d'identité à mes clients. Ce sont les personnes qui travaillent pour moi. Mais j'ai su tout faire. Et je sais, enfin, c'est encore... Voilà, on pourrait croire que c'est de l'orgueil ou quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, bien sûr que je sais faire une souscription de A à Z, mais j'ai plus le temps parce que... Mais ça te donne, en tout cas, le pouvoir de pouvoir... Répétition, de pouvoir aider, contrôler, manager. Bien sûr, aussi. Pour savoir manager, il faut savoir faire. Tu peux pas donner un ordre. D'abord, j'aime pas du tout dire je donne un ordre, je donne d'ordre à personne. On bosse ensemble dans la même équipe. Je suis pas la reine sur son trône et eux les sous-fifres. Jamais de la vie. Et c'est pas du tout. J'espère qu'ils le savent. Je pense qu'ils le savent vraiment. On forme une équipe, on est tous au même niveau. Sauf que oui, moi je sais peut-être faire plus de choses qu'eux. Alors je leur dis comment faire. Voilà. Mais pour leur dire comment faire, faut-il encore que je sache le faire. Donc, il faut absolument que je sache tout faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait mal, mais tu vois, là, par exemple, sur la partie gestion de l'épargne, c'est un métier à part entière de gérer de l'épargne. C'est beaucoup de temps, il faut suivre les marchés au jour le jour, etc. Et ça, il y a eu un moment, j'ai estimé... je me suis toujours mis des niveaux d'exigence très élevés. Et j'estimais que finalement, la qualité de travail que je fournissais à mes clients, par exemple sur la gestion de leur épargne, n'était pas à hauteur de ce qu'ils pourraient attendre de moi ou ce que moi j'attendrais si je laissais mon argent à quelqu'un. Donc là, j'ai décidé de prendre quelqu'un qui est en train de rejoindre mon cabinet et on est même en projet d'association pour prendre
en charge ou m'épauler sur cette partie gestion de l'épargne. Parce que je disais, moi, j'adore continuer à faire le reste. J'adore continuer. Oui, tu veux pas déshabiller Paul. Voilà, exactement. Mais je pourrais aussi... Voilà, c'est pas du tout contre les gens qui mettent tout en gestion pilotée, mais de dire, bon, c'est bon, quand quelqu'un a 5 000 € à me donner, je fais tout en gestion pilotée, il y a quelqu'un qui le fera pour moi, mais j'estime que ce sera pas assez bien fait. Donc, je préfère recruter et prendre des gens de qualité qui vont bien le faire, qui vont m'épauler, puisque je sais aussi le faire, pour me laisser faire d'autres choses que j'adore. J'adore faire de l'immobilier, j'adore faire du conseil patrimonial à 360 degrés, du conseil successoral, enfin, plein de choses. Et donc, je m'entoure. Voilà ma stratégie. 6 ans plus tard, vous êtes 7 personnes. On est alors on est 7 personnes. Je dis oui et non juste parce que il y a des choses qui sont en train de bouger, notamment un mandataire qui va devenir associé, etc. Mais oui, ça grossit. J'ai pas vocation à devenir une multinationale multinationale certainement pas, mais ni un très gros groupe comme on peut en connaître sur le marché, bien qu'ils font certainement très bien leur travail. Mais moi, j'ai envie de rester à échelle humaine, quelque chose de familial. Je dis qu'on est comme un peu une famille. On travaille beaucoup ensemble, on échange beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dire non. Donc, c'est vrai que les recommandations ont extrêmement bien marché. J'ai plus tellement besoin de prospecter, le téléphone sonne, les gens nous recommandent, les partenaires nous recommandent. Internet, on est très bien noté sur Internet, donc il y a plein de gens qui nous appellent en regardant les avis Google, etc. Ouais, tu as plus de 225 avis et surtout 5 étoiles. Ouais. Donc c'est vrai que ça doit t'apporter du business. Hein. Ça m'apporte du business, ça m'apporte... Beaucoup de commentaires aussi. Ouais, ça m'apporte, j'avoue. C'est important pour ceux qui nous écoutent d'être bien noté, de toujours savoir faire attention, le fameux SAV, d'être toujours dans la relation qui se construit, qui perdure avec le client, parce que c'est ce qui fait qu'au bout du compte, on va te recommander en fait. C'est ce qui fait qu'on va me recommander. Et quand je te dis, quand les premiers clients, c'est tes copains, tu vas pas couper toutes tes amitiés à chaque fois que tu fais si la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, comme je t'ai dit aussi, tu vois, je prends un contrat financier qui baisse parce que les marchés baissent ou tu as fait moins bien que le benchmark, je ne sais pas. Si tu as fait de ton mieux, si tu peux expliquer à tes clients, moi j'avais fait ça, je pensais que... il faut garder le lien avec son client. Il faut pas aller se cacher quand le marché baisse. C'est un exemple, ça peut être d'autres choses, sur l'immobilier, sur ce que tu veux. Faut garder le lien, on est humain, on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Moi, je fais de mon mieux, je peux pas tout faire, donc je m'entoure. Et j'essaye de garder cette déontologie, cette empathie avec le client, en lui disant, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que tu as des clients qui te ressemblent. En tout cas, moi, j'ai l'impression que le gros, c'est des clients qui me ressemblent et qui vont comprendre ça. Et que si... j'espère qu'il n'y a pas de loupé, les avis sont très positifs et j'espère que ça continuera. Mais je pense qu'ils ressentent qu'il y a une vraie volonté de faire de son mieux, de mettre mon cœur à l'ouvrage. Et ça ment pas. C'est dur de mentir quand tu fais ça. Alors, il y a aussi un truc qui m'interpelle, c'est le nom de ton cabinet, Serenities. Alors, évidemment, on entend tous sérénité dans le nom, mais pourquoi au pluriel ? Alors là, il n'y a pas du tout de raison. D'accord. C'est juste que je trouvais que ça sonnait mieux. Ouais. Je n'ai même pas pensé à l'appeler Serenity Patrimoine. Je me suis dit tout de suite Serenities. Moi, j'ai cru qu'il y avait quelque chose, il y avait une raison. Moi. Pas du tout. Bon. Le côté marketing, ça pourrait être... je vais gérer laissez-nous votre patrimoine, il sera géré en toute sérénité. Non, mais on comprend bien que sérénité, on comprend là où tu veux en venir. Voilà, c'était pas marketing, c'était pas pour dire je vais gérer votre patrimoine en toute sérénité. C'était vraiment que moi, je suis dans un cheminement qui est très à la mode en ce moment. J'ai rien inventé, mais d'alignement, d'épanouissement, de bien-être. Et je peux te dire que le matin, en allant travailler, je rêve pas d'avoir un accident et que même en y allant en courant, en vélo ou n'importe comment, j'ai envie de venir bosser. Pourtant, ta fille t'a dit, est-ce qu'on allait t'enterrer avec ton Mac et ton iPhone ? Ah là là, ça c'est terrible. Ah ouais, c'est terrible. Ça c'est terrible. Donc je travaille tout le temps. Peut-être que toi, la perception que t'as de ton bien-être et de ton rythme, elle fait peur aux autres. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est terrible. J'avoue, c'est le revers...
pas le revers de la médaille, c'est le revers de ma personnalité. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'être workaholic comme je le suis. L'équilibre, il n'est pas facile à trouver. Je ne suis pas sûre du tout de l'avoir trouvé moi-même. Je travaille tout le temps, mais personne ne m'y oblige. J'adore ce que je fais, c'est ma passion. Mais est-ce que, excuse-moi, hein, ça va être de la psychologie de bas étage, mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette hyperactivité, et je prêche une convaincue. Bien sûr, j'entends. Parce que ma fille m'a dit à peu près la même phrase. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment donné, la peur du vide, du silence, de « oh là là, qu'est-ce que… » Enfin, moi, je ne sais pas pour toi. Moi, les jours où je ne bosse pas, ce qui est de plus en plus rare, je suis super contente. Je fais mon sport, je me fais… Mais au bout de 3-4 heures… je me mets à rechercher quelque chose à faire, du boulot. Ah quoi. ouais, c'est bizarre, non ? Moi, je suis hyper active, je pense. J'ai pas été diagnostiquée, mais à mon avis, s'il n'y a même pas besoin. Il y a eu le Covid. Moi, j'ai une grande chance. J'ai un jardin avec des transats, plein soleil. Je pense que je ne me suis pas allongée une fois en, je sais pas, 2 mois de confinement, alors qu'il faisait hyper beau là où j'habite. Enfin, j'habite en région parisienne. Est-ce que c'est pas aussi le rythme que tu as pris en fait en salle des marchés et ta jeunesse. C'est possible. Cette espèce de rythme très speed qu'on a un peu dans la finance. C'est complètement ça. Moi, quand tu es sales, quand tu es trader, les choses se font à la seconde. On te dit, il y a du langage en fait financier. Des trading, picking. Voilà, on dit Eurodoll pour 20, mine, ok, ça veut dire je viens d'acheter 20 millions d'euros contre du dollar. T'as pas le temps, c'est en une seconde qu'il faut le faire. Il faut que tu te retournes, et dans la seconde qui suit, tu dis au trader le quart de seconde. Donc évidemment, oui, ça a peut-être amplifié mon côté hyperactif. Ouais, c'est une espèce d'impériosité que je sens chez toi, oui, une espèce d'urgence, urgence à vivre, urgence à agir. C'est vrai. C'est vrai. Et t'es pas la seule, parce que je suis sûre qu'il y en a plein là qui sont en train de se reconnaître en nous écoutant. Et du coup, excuse-moi, hein, je t'en prie. Du coup, c'est assez paradoxal avec. Enfin, en même temps, ça explique ta recherche de bien-être, mais c'est assez paradoxal avec le nom de ton cabinet, Serenities, parce que en gros, on a l'impression que tu veux te l'appliquer à toi-même, mais c'est quand même une lutte, un combat, quoi. Alors, ça veut pas dire Serenities. Que je suis en position de yoga dans mon bureau 2 heures par jour. Bien que je fais du yoga et que j'essaye de faire je fais de la méditation et ça me ferait pas de mal de reméditer de manière un peu plus régulière. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un état d'esprit. Ça veut dire que tu vois, avant, quand j'avais une galère, si un client signe pas, je pouvais me dire « Ah là là, c'est la catastrophe, c'est la fin, et je suis nulle, et je vaux rien, et de toute façon, c'est qu'il allait voir ailleurs, et j'ai raté le contrat du siècle, et tout va mal. » Bon, bien que je suis plutôt un tempérament positif. La zen attitude, si tu veux, je me dis que si ça ne se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Et que si j'ai fait de mon mieux, il y a autre chose de mieux qui viendra. C'est plus ça. C'est pas c'est pas qu'on fait. Et c'est vrai, je suis hyper speed. T'es pas en train de faire la méthode Coué, mais t'es plutôt dans la résilience. C'est ça que j'entends. Ouais, ça veut vraiment dire ça. Bien sûr que tu as raison. Si je pouvais lever le pied un petit peu et être un peu plus zen et travailler un peu moins et passer plus de temps calme en famille sans mon portable, ça, je me le dis tous les matins. Que ce serait mieux. Et c'est une évidence, et ce serait mieux pour les gens qui m'entourent, pour mes enfants. Maintenant, on est comme on est. C'est aussi d'accepter la personne que l'on est, de ne pas vouloir le développement personnel, l'analyse. Tu vas avoir des psys, des coachs. Ça ne veut pas dire « Ah, je ne suis pas bien, il faut que je change ». Ça veut aussi dire il faut être ami avec celle que l'on est ou celui qu'on est. La vie nous a donné des dons, des choses pourquoi on est bon et d'autres pourquoi on est moins bon. Alors j'essaye d'honorer moi ce que la vie m'a donné et peut-être une énergie débordante que je peux mettre au service des autres. C'est peut-être pas moi qu'on va aller voir quand on a besoin de calme, d'écoute douce, Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est masseuse. Quand je vais chez elle, oh là là, d'un coup, je suis dans une bulle de sérénité et tout. Moi, c'est plus un état de pensée, une manière de penser que la vie va bien se passer.
C'est quoi les projets chez Serenitis Patrimoine ? Oh, il y en a beaucoup. Alors, le premier projet, c'est vraiment, je suis très, très concrètement en phase pour m'associer avec quelqu'un avec qui je travaille sur la partie de la gestion de l'épargne, c'est-à-dire monter une nouvelle société au sein de Serenitis, qui va reprendre vraiment tout ce qui est investissement financier avec lui. Je continuerai évidemment à faire tout le reste dans la même société, c'est-à-dire tout le reste, l'immobilier, la protection sociale, le conseil patrimonial dans sa globalité. J'ai une autre amie à moi qui fait aussi partie de la société, qui est aujourd'hui en charge de la partie immobilière, qui est mon ancienne stagiaire quand j'étais chez City il y a 10 ans. Voilà, qui est une fille géniale, qui est en train de passer l'OREP pour devenir CGP. Okay. Donc, on a ce projet qu'elle intègre mon cabinet. Et puis, comme on a de plus en plus de travail, c'est peut-être d'autres embauches, bien que on veut vraiment garder ce côté convivial et familial. Voilà. J'étais avec Aurélie Iflatch, fondatrice de Serenitis Patrimoine aujourd'hui. Aurélie, j'imagine que tu as des réseaux. On te retrouve où ? Oui, on me retrouve alors sur tous les réseaux, c'est-à-dire sur Insta, Serenitis Patrimoine, sur LinkedIn, sur Facebook, pas sur Twitter, je m'y suis jamais mise. Et je suis ravie, je passe un petit message, moi j'adore transmettre, s'il y a des jeunes qui écoutent, n'hésitez pas à passer un coup de fil. Moi je trouve ça génial. Tu demandais pourquoi c'est pas le rêve de petit garçon, petite fille d'être CGP, pour une raison très simple, c'est que c'est un métier inconnu, qu'on te présente pas. Être dentiste, être pharmacien, j'ai pris des exemples, je sais pas pourquoi toujours. Être avocat, voilà, on va dire, c'est connu, c'est des métiers connus. Éventuellement être journaliste, c'est connu, on les voit à la télé. Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est inconnu au bataillon, c'est bien pour ça que je fais ce podcast. Voilà. Et pour ça, je ne suis pas CGP. Et bravo, merci à toi d'ailleurs de le faire pour faire connaître notre métier. C'est gentil. Ouais, je pense que ça peut, vu déjà le nombre de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, merci, c'est chouette, j'en apprends plus », tout ça, je m'aperçois quand même qu'il y avait un sérieux gap et un sérieux manque, en tout cas, quant à comprendre, expliquer, raconter cette profession. Voilà, merci Aurélie, on a passé un super moment. Merci beaucoup à toi Karine, plein de pêche. Vraiment sympa. Et tant qu'à vous, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Ciao ciao.